Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 24 mars 2014 de Laval et compagnie. À chaque semaine, cette émission couvre l'actualité lavalloise sous toutes ses formes communautaires, sociales, sportives, politiques et du monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À chaque semaine, il remet nos pendules à l'heure de l'actualité lavalloise. Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. Première nouvelle, une nouvelle compagnie de contrôle animalier à Laval. Oui, donc le berger blanc, maintenant, c'est chose du passé à Laval. L'auberge Zen pour animaux a décroché le contrat de fournisseur de services animaliers pour au moins un an. Je vous dis bien un an, mais ça pourrait s'étendre un peu plus. Le temps de voir ce fameux service animalier municipal voir le jour. On nous dit possiblement fin 2015-2016. Entre-temps, donc, l'auberge Zen a amorcé son service ici à Laval. Elle sera épaulée tout au cours de son mandat par Urgence Animale. Vous dire qu'une nouvelle unité d'urgence sera créée puisque c'était dans les conditions pour que l'auberge Zen obtienne ce contrat. Elle était, à l'ouverture des soumissions, la deuxième plus basse soumissionnaire. Le premier n'a pu répondre aux critères. Donc, la Ville a dû se tourner vers le deuxième plus bas soumissionnaire. Et vous dire des statistiques, mon cher Éric, assez inquiétants en termes de surpopulation animale à Laval. Imaginez qu'en 5 ans, on a dû procéder à plus de 18 000 euthanasies de bêtes ici à Laval. Au-delà de 15 000 chats, à peu près 3 000 chiens. Évidemment qu'on veut réduire ces euthanasies. On veut aller, disons, vers un contrôle, une stérilisation des animaux. Et mentionnons que plus de la moitié de ces euthanasies ont été faites à la demande du propriétaire de l'animal. Donc, Auberge Zen. L'Auberge Zen pour animaux. Et c'est municipal, c'est ça? C'est une entreprise privée qui est basée ici même à Laval. Bon, c'est bon. Un bureau de protection d'éthique. Oui. Le maire de Demers l'avait promis. Tout à fait. Donc, d'autres annonces en matière de transparence pour l'administration du maire Marc Demers. Un bureau qui aura un pouvoir d'enquête pour éviter, évidemment, la collusion, malversation, utilisation inappropriée de fonds publics. Un bureau qui va faire la promotion de l'éthique et qui va travailler aussi en étroite collaboration avec l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, lorsque certains dossiers l'exigeront, évidemment. Et elle va être indépendante, bien sûr, de l'administration. Tout à fait. Oui, avec un pouvoir qui ne sera pas contrôlé par le politique. Il est important de préciser. Est-ce qu'il est ouvert, ce bureau-là, déjà? Est-ce qu'il est en fonction? Progressivement, je vous dirais que d'ici environ 30 à 60 jours, là, tout sera mis en place pour le bon fonctionnement de ce bureau-là. Laval en avait bien besoin, n'est-ce pas? On aurait peut-être dû en avoir un avant, mais ça, c'est une autre question. Oui, on n'a pas de temps pour ça, Ghislain. Maintenant, il y a des fraudeurs qui rôdent dans Laval. Oui, il faut faire attention en ce moment. Il y a une recrudescence. Disons que depuis quelques années, des citoyens se faisaient solliciter à la maison, souvent par téléphone, des entreprises qui offrent évidemment du traitement d'eau, du traitement de filtration d'eau. Et on note là, depuis les derniers mois qu'il y a une croissance au niveau de cette sollicitation et la Ville demande d'être prudent puisque ces entreprises s'identifient auprès des Lavallois en se disant collaborateurs auprès de la Ville, et ce qui est totalement faux. Et à ce sujet, la Ville envisage des recours juridiques contre ces entreprises qui promettent de vous installer à la maison un système de filtration qui va améliorer, évidemment, la qualité de votre eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Ville a eu un très, très bon bulletin. 5 étoiles, n'est-ce pas? Ah oui, un bulletin 5 étoiles depuis, je vous dirais, 12 à 18 mois. Donc, il n'y a pas de problème de filtration d'eau ici à Laval. On n'a pas de problème d'eau, mais on a de problème de gens qui essaient de faire de l'argent sur notre dos. Tout à fait. Si on envoie, on appelle où? On invite les citoyens à composer le service d'information, le 311, et de signaler ces gens auprès de la Ville qui va évidemment accumuler ces doléances, ces requêtes, ces plaintes et par la suite prendre les recours qui se doivent. On peut lire, bien sûr, toutes les nouvelles à tous les jours, même sur le portail web. Hein? Des infos fraîches, lescaudes-laval.ca, l'Écho de Laval distribué tous les mercredis dans votre Publisac. Merci, Ghislain. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.
Cette semaine à la chronique sportive, je reçois Daniel Mongrain pour nous parler de notre futur centre d'escalade à Laval. Nouveautés, nouvelles aventures, nouvelles façons de s'amuser. Bonjour Daniel Mongrain. Bonjour Sarah. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, on va parler du nouveau centre d'escalade Clip and Climb qui s'en vient tout prochainement au Centropolis. Nouveau concept. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus du concept du centre? Bien, certainement, Sarah. C'est un concept qui vient directement de Nouvelle-Zélande. Donc, Clip and Climb, la vision de Clip and Climb, c'est de vouloir transformer un sport, l'escalade, qui est un sport qui est vraiment fait pour des sportifs de haut niveau, puis le rendre accessible à tout le monde. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs différents murs, très ludiques, très colorés, avec plusieurs différents niveaux de difficulté. Donc, les petits, les grands, les adultes, tout le monde peut s'amuser en famille. Et vous, c'est un concept que vous avez trouvé à Gatineau. Comme on s'expliquait tout à l'heure, c'est que vous avez fait une visite au centre Clip and Climb à Gatineau et ça vous a donné la piqûre, c'est bien ça? C'est exact. Je suis un père de famille. J'ai 3 enfants, comme je te disais, Oui. de 13 ans, 10 ans et 4 ans. Et pour nous, on trouvait ça très difficile de trouver une activité sportive à faire en famille où ce que tout le monde peut s'amuser. Et on a découvert le concept de Clip and Climb à Gatineau. Et ça a été vraiment une découverte pour nous, un concept où ce que les petits comme les grands peuvent vraiment trouver des défis sportifs, sortir de l'activité avec un grand sentiment d'accomplissement et vraiment s'amuser, tout le monde en famille. C'est merveilleux. Parce que la différence au centre Clip and Climb, ce qui est différent de l'escalade traditionnelle, c'est qu'on est toujours attaché. C'est bien ça? Donc, dans tous les centres d'escalade, on est attaché, mais OK. la différence avec les Clip and Climb, c'est que c'est des systèmes de rappel automatisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une deuxième personne qui retient le grimpeur. C'est un système automatisé, donc le grimpeur, quand il a fini de faire son ascension, il a juste besoin de se laisser aller, puis il va tomber comme une plume tout tranquillement. Que ce soit un petit enfant de 3 ans ou un adulte qui peut peser 250 livres, ils vont toutes les deux tomber à la même vitesse. Tout doucement. Ah, bien, c'est le fun, c'est rassurant, ça. C'est tomber par en arrière, là, Absolument, tranquillement, absolument. en toute sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que le parent et l'enfant vont pouvoir tous les deux grimper en même temps, plutôt que le parent qui soit tout le temps obligé de retenir l'enfant qui grimpe. Et faire une course, pourquoi pas aussi? Ah, ben oui, absolument. Développer la compétition. Alors, le centre, parlons du centre qui va ouvrir prochainement au Centropolis. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser la synergie entre les différents centres qui existent déjà au Centropolis? Bien, le Centropolis, c'est vraiment le pôle récréo-touristique, je dirais même de la grande région métropolitaine de Montréal, avec le Meva Surf, le Oui. Sky Venture, le Putting Edge, plusieurs restaurants, le Cosmodome. Donc, on a vraiment créé un pôle récréo-touristique important au Centropolis, puis on est très, très content de pouvoir participer à cette synergie-là. Et vous avez gagné un prix récemment, le prix québécois en entrepreneuriat. Excusez-moi. Donc, le concours québécois en entrepreneuriat. C'est Donc, exact. qu'est-ce que ça représente, ce concours-là, pour vous en tant que nouvel entrepreneur, là? Bien, c'est une belle validation de notre projet. Ce concours-là, c'est destiné aux nouveaux entrepreneurs, aux compagnies en démarrage. Premièrement, basé sur la qualité du plan d'affaires qui a été développé et suite à ça, développé par des entrevues sur la qualité des entrepreneurs en tant que tels. Et combien de temps ça vous a pris exactement pour développer tout ce projet-là? Nous, on a commencé les démarches en juin 2012. OK. Donc, ça a été un long parcours, oui. Trouver les différents partenaires financiers, trouver l'endroit de choix pour se développer. Donc, ça a été un long cheminement. Et maintenant, vous avez un partenariat avec Tourisme Laval. Qu'est-ce que ce partenariat il vous offre en tant que nouvelle entreprise? Bien, on a eu la chance d'être sélectionné pour le programme EPRT de Tourisme Laval. C'est une subvention que Tourisme Laval nous a accordée pour l'ouverture de notre centre. On est très, très heureux de travailler avec Tourisme Laval, non seulement pour la subvention qu'ils nous ont accordée, mais aussi le dynamisme de l'endroit Tourisme Laval. Ils nous ont mis en communication avec plusieurs de leurs partenaires, de leurs membres. Ça a créé beaucoup de... Des liens commerciaux, des liens... Oui, merci. Ça a créé beaucoup de liens commerciaux importants pour nous. Et aussi, ça nous a vraiment aidé à nous développer là, dans le marché.
Bien, c'est très bien. Et puis Tourisme Laval, qui est une équipe très dynamique, qu'on les salue d'ailleurs. Alors, parlons du centre maintenant. Ce que vous allez offrir au centre, ce sont des murs d'escalade, donc entre 10 mètres, 20 mètres de hauteur, si je ne me trompe pas, ou 10 mètres le maximum? C'est 10 mètres de hauteur. OK. Donc, c'est-à-dire 30 pieds. Et on a 34 murs, toutes munis de systèmes de rappel automatisés et tous des murs différents. On a, juste pour en dire quelques-uns, on a un mur qui est en velcro. OK. Donc, tu montes avec des genres de mitaines en velcro, puis tout ça. Tu as un mur qui est en plexiglas. Donc, tu as deux personnes qui grimpent en même temps en se voyant, en se compétitionnant l'un contre l'autre. Donc, toutes sortes de murs différents. Alors, c'est vraiment pour tout le monde. Moi, je croyais que c'était seulement pour les enfants, vu les couleurs, parce que j'ai vu plusieurs photos au centre, mais vous me dites que c'est également pour les adultes. Ce sont pour n'importe qui ont envie de s'amuser, là. Absolument. L'objectif de Clip and Climb, c'est d'offrir, par l'entremise de plusieurs murs différents, d'avoir des niveaux de difficulté très différents pour que tout le monde y trouve vraiment un défi. Un défi et un plaisir, en famille ou en groupe, pourquoi pas. Absolument. Alors, en terminant, est-ce que vous avez un site Internet qu'on pourrait nommer pour que les gens puissent avoir plus de renseignements? Oui, c'est le www.clipandclimblaval.ca. Donc, CLIPNCLIMBLAVAL.ca. Et aussi, je voulais souligner que notre ouverture officielle au public, Oui. c'est le 28 mars. Donc, on vous attend en grand nombre. En grand nombre le 28 mars au Centropolis. Bien, merci beaucoup, Daniel. Merci, Sarah. Au plaisir de vous revoir au centre Clip and Climb. Merci. Bienvenue. Derrière chaque signalisation, cône orange ou détour, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui font leur travail pour nous rendre ces détours-là, justement, moins pénibles et plus sécuritaires. D'ailleurs, nos deux prochains invités représentent les membres de l'ATSRQ, c'est bien ça? Exact. Alors, c'est l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. Il s'agit respectivement du président Jean-François Dionne et du vice-président Martin? Normand Pilon. Excusez-moi, messieurs. Dites-moi donc, vous représentez combien de membres ici au Québec avec la TSRQ? Bien, l'industrie compte 3500 employés et notre association est jeune, fait qu'on compte environ 60 membres, mais on recrute des membres à chaque jour. Ça sert à quoi, cette association-là? Bien, défendre les intérêts financiers, sécurité, et faire connaître l'industrie et faire connaître aussi envers la population les risques quand ils rentrent sur un chantier de construction puis frapper un de nos travailleurs. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir signaleur, on va dire, oui? Oui, ça prend une formation de l'OQTR ici, qui est donnée ici à Montréal, dans toute la province de Québec au complet, pour avoir les cartes de service. Ce qu'on appelle des cartes de compétences, en fait. Les cartes de compétences, oui. Et puis c'est un métier à la fois autant homme que femme, ou il y a plus d'hommes? Dans le moment, je dirais, dans ça, il y a beaucoup plus de femmes qui vont être signaleuses OK. sur les chantiers routiers, mais que pour ce qui est de la balance de la signalisation, il y a beaucoup d'hommes. Bon, justement, votre travail, ça sert à quoi, au juste? Bien, les signaleurs, les autres, ça va être pour la fluidité, la circulation quand il y a l'internance à faire. Et les monteurs de chantier, ça va être installer la signalisation pendant les travaux et installer les chemins de détour pour que le monde puisse se rendre à leur point d'intérêt, là. Et vous êtes bien occupé, là, parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a des chantiers à travers le Québec. Beaucoup. On estime à combien de chantiers, justement? Bien, présentement, le ministère, les autres, c'était pas loin de 2000 chantiers pour les 2 prochaines années. Et les municipalités, c'est selon les villes, là. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, là. Mais on peut dire qu'il y a l'ouvrage pour tout le monde. Vous, ça fait combien d'années que vous faites ça? 37 ans. 37 ans. Donc, vous avez vu toute l'évolution de ce métier-là. Exactement. Il a changé en quoi, le métier de signaleur? Le métier de signaleur, quand il est parti à l'époque, c'était pas grand-chose. Pas de carte de compétence. On s'en va là, puis on fait la signalisation selon ce qu'on pouvait connaître. On levait le bras, puis le monde fallait qu'il nous écoute de même, mais c'était pas correct, là. Non, bien sûr. Aujourd'hui, bien, le métier est changé à beaucoup mieux avec les cours qui se donnent par le QTR. Maintenant, il y a une formation. Et dans les écoles de conduite, ainsi de suite, on a donné des bases. Qu'est-ce que le signaleur doit faire pour se faire respecter? Comme le corridor de signalisation maintenant. C'est nouveau, ça. Qui est nouveau. OK. C'est le même corridor que celui des policiers, c'est-à-dire que si on voit une voiture avec des gyrophares ou des lumières, dans votre cas, on doit laisser un corridor complet, donc une voie entière, hein, à côté de ce véhicule-là. Possible, oui. Oui, et aussi de ralentir à l'approche. Si on peut pas, pendant les fermetures de route, ralentir à l'approche les premiers panneaux qui vont te dire de ralentir à 70 ou à 50.
et aussi de respecter une zone de sécurité pour les travailleurs parce qu'il faut toujours penser que les installateurs, ils sont toujours à l'extérieur de leur camion, penchés. Fait qu'il faut toujours garder une distance raisonnable et rouler moins vite. Je trouve qu'on vous aime pas assez, vous autres. Hein? Souvent, vous êtes les mal-aimés de nos routes. Oui, parce qu'on va faire des fermetures temporaires pour laisser passer de l'équipement, de la machinerie, une bétonnière, on va faire entrer, on va faire une sortie. Alors là, on arrête complètement la circulation, le monde devient impatient. Et suite à ça, bien là, il y en a qui décident de changer de voie, Oui. rentrer dans des zones de contresens, puis se mettre à dire des injures aux signaleuses qui sont sur le chantier. Et là, des fois, ça provoque des accidents. Bon, on l'a dit, ça fait 37 ans que vous faites ce métier-là. Les voitures n'ont jamais été aussi puissantes, aussi rapides. Est-ce que ça change la nature de votre métier un peu? Disons que moi, je dirais aujourd'hui, il faut être beaucoup plus méfiant, nous, en tant que travailleurs, OK, envers les véhicules. Parce que le mouvement se fait beaucoup plus rapidement qu'avant. On le sait qu'il y a des décès, malheureusement, à chaque année. Il y a combien de décès à peu près à chaque année? Bien, depuis 2005, on a 5 travailleurs qui sont décédés. Depuis 2000, on a 10 travailleurs qui sont décédés. Et souvent, ça aurait pu être évité ou ce sont Plusieurs des accidents de travail reliés justement à la fonction ou c'est vraiment la négligence des automobilistes? Non, mais il y a plusieurs confusions entre le chauffeur et le conducteur. Les conducteurs ne comprennent pas les signaux du signaleur ou ils voient le signaleur à la dernière minute. Pour ça qu'on dit toujours, ralentissez dès que vous voyez des panneaux ou des gyrophares, ralentissez. Ça va vous donner un moment de ralentir et de freiner s'il y a besoin de freiner. Mais le monde, qu'est-ce qu'il voit? D'habitude, c'est qu'ils voient des gyrophares, ils vont se pencher, ils vont regarder où est le gyrophare, mais ils ne regarderont pas devant eux. Puis le signaleur, les autres, ils vont se trouver devant eux. Fait que il faut toujours rester quand même regarder le camion avec les gyrophares, mais aussi checker devant, là, garder toujours son attention droite. Parce que le signaleur, lui, va se trouver sûrement à droite de l'accotement. Il va se trouver dans l'accotement. Puis à l'occasion, au centre de la rue. Là, mais... C'est plus souvent la faute des automobilistes ou des signaleurs qui ont peut-être se sont mal fait voir? Je dois vous dire, tout dépendant la pertinence puis la tombée du jour. T'sais, si on est en C'est plein vrai. soleil, on C'est le vrai. voit moins le voir. En automne, la noirceur, C'est avec vrai. le bonheur, on le voit moins. C'est pour ça maintenant qu'il y a une nouvelle veste qui a été attribuée pour le signaleur. Là, s'ils disent « je ne l'ai pas vu », là, ça se peut plus, là. Moi, je vais vous dire que non. Mais ça peut toujours arriver pareil. Ça peut toujours arriver. Les campagnes de sensibilisation qu'on voit à la télévision, est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous voyez une petite différence sur les chantiers? Oui, mais... Mais le problème qu'on a, c'est que les campagnes de publicité qui font le MTQ, on a des problèmes avec le MTQ parce que les publicités sont faites de juin à peu près à la période de la Saint-Jean-Baptiste, 2-3 semaines, des fois 1 mois. Puis après ça, ils recommencent plus tard, vers le septembre. Bien, c'est des pubs qui vont durer à peu près 8 semaines à 10 semaines. Puis vous voudriez que ça soit Ben, l'année, quoi? Non, mais à partir du premier... dès que le dégel commence, parce que nous autres, on commence à la période du dégel, fait qu'à la période du dégel, fin du dégel, jusqu'au mi-décembre, où on finit de travailler. Mais le problème, c'est que ça coûte 900 000 au ministère des Transports, puis ils n'ont pas les moyens. Ouais. Fait que le ministère, il faut qu'il se bat avec le ministre Ouais. des Transports pour avoir la subvention pour faire une pub. Mais je me dis juste une chose, une vie... C'est pas quand tu frappes un travailleur, là, c'est pas une vie que tu touches, c'est plusieurs vies. Bien sûr. Puis une vie, ça n'a pas de prix, hein? Exactement. On le dit. C'est un métier d'avenir, signaleur? Oui. Oui. Est-ce qu'un jour, on verra plus de cône orange, pensez-vous? On va-tu y arriver un jour? Non. Non. Moi, je dis que les cônes, on va les voir longtemps. Très longtemps. Je suis un peu débiné avec ça, mais bravo pour votre travail, bravo pour votre sensibilisation. On peut aller faire un tour sur le site Internet, justement, de l'ATSRQ, justement, www.atsrq.ca. Merci, messieurs. Merci. Merci de votre Merci à tous. Comment se fait-il qu'il est aussi facile de crier « Fuck you, salope tapette » à quelqu'un que je connais pas, mais qu'il est aussi difficile de lui dire « Je t'aime » ? C'est une véritable question que je me pose. Des fois, un inconnu me rend service. Je trouve que merci, c'est pas assez. J'ai envie de lui dire « Je t'aime ». Et j'ai essayé. Ne le faites pas. Ça fait des malaises. Cette semaine, à la chronique Art et spectacle, Anne-Marie Kirouac nous parle du tant attendu one-man show d'Adib Al-Khalidé, qui nous parle de non de politique, mais bien de civisme. C'est bien ça, Anne-Marie? Oui, c'est ça, Sarah. Bonjour. Oui, ça pourrait être le grand étiquette qu'on pourrait mettre civisme, mais ce spectacle-là, Adib Al-Khalidé,
qui fait partie de ces humoristes, on peut le dire, de la relève, mais de moins en moins de la relève, parce C'est que vrai. son spectacle, son premier, qui s'appelle « Je t'aime », Oui. qui a un très, très bon succès depuis la première qui était à l'automne dernier. Adib Al-Khalidi, c'est un gars qui était plutôt dans les auteurs, dans les équipes d'auteurs depuis sa sortie de l'École nationale de l'humour. C'était en 2010 quand même, ça fait pas très Mais longtemps. non, c'est récent. Il était dans l'équipe Juste pour rire, il écrivait beaucoup, il écrit pour des humoristes comme Maxime Martin, entre autres. Et là, d'auteur, finalement, il a commencé à écrire ses propres textes. Ce spectacle-là, c'est lui qui signe tous les textes. Mise en scène de Martin Matt, qu'il qualifie, lui, connaît. de mentor. Ben oui, Oui. et vraiment, Martin Matt, bon, mise en scène, bien sûr, c'est pas dans le style du tout. Martin Matt, Adib Al-Khalidi, c'est vraiment, pour ceux qui l'auraient déjà vu, bon, c'est un gars d'origine marocaine, gros afro. Oui, c'est comme ça qu'on le C'est un reconnaît. peu sa marque de commerce. Même lui, il dit, ben, je suis obligé de garder ça parce que les gens le connaissent comme ça. Il a 26 ans. OK, il est tout jeune. Tout jeune, mais déjà une maturité dans son écriture. C'est un spectacle vraiment qui se différencie peut-être du courant principal en humour. C'est, comme tu le mentionnais, civisme. Oui, il parle beaucoup d'anecdotes personnelles, mais avec ce regard-là très, très humaniste. Par exemple, il peut parler de son côté impulsif, certaine impulsivité, par exemple, quand il est au volant. Donc, lui, des fois, comment il y a une rage un peu qui arrive. Bon, on connaît ça, c'est rage au volant, mais il va tourner ça en parlant du comportement des gens sur la route, par exemple, qu'à un moment donné, il suivait une dame, puis là, selon elle, peut-être que lui, il roulait trop près, fait qu'elle a décidé de freiner ultra rapidement. Donc, il dit, mon châtiment, c'était quoi? C'était la mort pour rouler trop proche. Bref, ça rit un peu de... C'est ça, du comportement des gens souvent très individualistes. En société. Ouais, d'où ce civisme-là, il parle, par exemple, des quantités de bagarres que lui a vues dans les bars. Puis à quel point, souvent, quand on voit une bagarre, on tolère ça plutôt que, par exemple, quand on voit une situation dans un bar d'un couple qui va commencer à être trop proche. Oui. Mais là, on va leur dire, ouais, allez-y, Arrêtez. vous trouvez une chambre, arrêtez. Donc, c'est toute cette réflexion-là sur, dans le fond, on tolère la violence, mais tout l'amour, même chose quand il parle à un moment donné de l'homosexualité. Il dit, il y a des hommes se sont trouvés 10 000 raisons pour s'haïr et se détester sur la Terre. S'il y a deux hommes qui veulent s'aimer, pourquoi on ne les laisserait pas s'aimer tranquille? C'est vrai. Tu sais, c'est des choses comme Pourquoi ça pas? qui ponctuent son spectacle. Quand même, 2 grosses parties d'un spectacle de presque 2 heures. Il parle beaucoup de sa vie un peu avant l'humoriste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il travaillait au Tim Hortons puis au PFK. Puis bon, évidemment, il y a des choses très drôles. Les C'est un emplois humoriste. étudiants, là. Oui, ben c'est ça. Puis donc, il revient avec ça. Puis ça fait qu'il est bon aussi pour imiter non pas des accents comme internationaux, mais par exemple, à un moment donné, il imite 2 filles, 2 adolescentes qui parlent de Lady Gaga. Si je dis ça, Lady Gaga, ça, ce numéro-là est vraiment très, très drôle que lui est derrière 2 filles dans une file d'attente au dépanneur, puis les filles parlent de Lady Gaga. Mais c'est très, très drôle et très touchant et ça fait du bien. Et c'est un homme, moi, je veux souligner la qualité du français et de la diction d'Adib Al-Khalidi. C'est vraiment exemplaire. Oui, puis ça fait du bien de voir quelqu'un, puis un jeune de 26 ans parler comme ça. Oui, c'est sûr que c'est pas... C'est pas pompeux, là. C'est pas je parle bien français, mais parce que c'est quand même ici, même s'il est d'origine marocaine, c'est un Québécois. C'est vrai. Mais bref, sa qualité de langue, ce qui fait que son message passe très, très bien. La plupart, le public réagissait vraiment, il y avait de gros éclats de rire. Mais en même temps, des fois, on n'est pas nécessairement tout le temps en train de faire se taper les cuisses, mais tout le long, pendant 2 heures, on est comme ça. Là, t'as la paupière là, qui tilte. Presque. Parce que c'est vraiment... c'est un spectacle qui fait du bien et ça fonctionne très, très bien, comme je le disais, depuis sa première, c'était à l'automne. Vous regardez son calendrier, là, Adib, son année, là, c'est Ça sent pas bien. mal rempli. Est-ce qu'il reste encore de la place ou c'est complet? Mais là, partout? à Laval, il a joué à la salle André-Mathieu, c'était le 15 mars. Et là, dépêchez-vous d'acheter les prochains billets, ça va être pour le mois d'octobre. Le 21 octobre. C'est le 21 octobre. Mais déjà, c'était complet le 15 mars. Donc déjà, je pense, achetez-le. On est tôt, là, mais c'est dans Quand plusieurs même. mois. Ça vaut la peine de prévoir d'avance. Oui, parce que c'est vraiment, je vous dis, un spectacle qui fait du bien, qui nous change. C'est vraiment, il y a un univers particulier. Comme je vais le répéter encore, à 26 ans, écrire comme ça avec une maturité dans sa plume. Je t'aime.
Et c'est vrai, lui, il dit, j'ai pas peur de dire à mes amis, gars ou filles, que je les aime. Lui qui dit qu'il aimerait peut-être dire je t'aime à quelqu'un comme ça dans la rue, il dit, tu sais, pourquoi on dit pas aux gens je t'aime? Il dit, j'ai essayé, puis... La réponse est pas... c'est pas non, trop mais c'est ça, accepté. Non, puis pourtant, ça devrait, tu sais, on devrait être plus à l'aise. Puis non, le message qu'il y a derrière, c'est un spectacle, on en ressort, là, vraiment dans un état... De bonté, grandi. Oui, quand même. Bon, spirituel. C'est pas le Dalai Lama, là, c'est sûr, là, quand même. Dit, ben, quelle idée, oui. Non, mais on en ressort bien. Et vraiment, on se dit, hey, quelle découverte. Si c'est la première fois que vous le voyez, vraiment de le voir sur scène, super à l'aise sur scène. Vraiment, puis c'est d'une mise en scène très, très dépouillée. Il y a un petit banc, sa bouteille d'eau, des petites projections, mais très, très dépouillées. Il n'y a pas de plein d'effets visuels là, pour... Okay. Donc, très simple. Ouais. Donc, Je t'aime d'Adib El-Khalidé à surveiller. À ne pas manquer la salle André Mathieu, 21 octobre. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Je t'aime. Oh! C'est bien de dire. Merci. On est des milliers d'adultes au Québec, dans toute la région, à retourner aux études pour apprendre un nouveau métier ou se former à une nouvelle technique. Chaque jour, on apprend quelque chose de différent. Et on doit surmonter les obstacles pour approfondir nos connaissances et ainsi améliorer notre vie. C'est la raison pour laquelle on salue tous les adultes qui retournent aux études, ainsi que leurs formateurs. Et nous leur souhaitons, tout comme à vous, une bonne semaine québécoise des adultes en formation. On a bien fait ça. On vient tout juste de voir une publicité de la Semaine québécoise des adultes en formation avec les porte-paroles Marc-André Coallier et Sylvie de Potvin. Mais j'ai en studio avec moi la chargée de projet, Mme Lynne Sylvain. Bonjour, madame. Bonjour, Catherine. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Très bien. Alors, vous êtes ici pour nous parler de la Semaine québécoise des adultes en formation. Dites-nous, c'est quoi? Absolument. C'est notre rendez-vous annuel, Catherine. À chaque année, il y a une semaine de consacrée pour venir honorer, reconnaître l'adulte apprenant. Cette année, la semaine est du 29 mars au 6 avril. Mais vous savez, c'est court, une semaine dans une année, et les adultes font un apprentissage tout au long de l'année. Donc, on travaille depuis le mois de janvier à se promener dans les différents milieux de Laval pour venir reconnaître les différentes formations. C'est large, les formations. Oui. On pense, spontanément, on va penser à l'adulte qui retourne sur les bancs d'école. C'est une avenue, mais il y a plusieurs avenues. On a beaucoup travaillé à Laval la reconnaissance de l'adulte en milieu de travail. On dit, bon, c'est simple, il est payé pour apprendre. C'est plus que ça. Oui. Il faut quand même sortir du cadre de travail et faire des efforts supplémentaires d'apprentissage et pour venir mettre à contribution au succès de son milieu de travail. Donc, c'est un plus et tout le monde y gagne. Il y a autre chose aussi. À Laval, il y a tout le milieu communautaire qui participe d'emblée à la Semaine québécoise des adultes en formation pour venir dire, soit aux bénévoles, soit aux parents. Vous savez, il y a des parents qui prennent des formations pour être meilleurs parents. Se perfectionner. Se perfectionner. On a les personnes du troisième âge, les aînés qui viennent aussi, qui se disent, bien, moi, j'ai le goût encore d'avoir développé d'autres compétences et d'être encore utile à ma société, à ma collectivité. Bravo! Alors, tous ces gens-là sont honorés par différentes activités où on leur remet, entre autres, des attestations de reconnaissance, une forme de diplôme pour leur implication. Un petit prix. Un petit prix, oui. Souvent, il y a un petit prix, une petite soirée. Et toutes ces activités-là, dans tous les milieux, nous amènent à ce qu'on appelle, nous, à Laval, notre gala, notre soirée gala reconnaissance, le 26 mai. Oui. Et les entreprises qui ont participé à la formation, les organismes, les différents milieux viennent. Ils sont honorés. Dans un premier temps, on avait honoré l'adulte qui apprenait et dans un deuxième temps, à la soirée gala reconnaissance,
on vient honorer ces deux personnes, ces deux groupes de personnes-là. Et vous avez plusieurs activités dans le cadre de la semaine. Oui. Quel type d'activités est-ce que vous offrez? Il y a de tous les genres. Il y a des conférences très pertinentes sur des sujets d'actualité. Il y a des formations ou des petits ateliers sur l'importance d'aller voter, vous voyez. Alors ça fait partie de l'éducation... Très pertinent. Très pertinent, cette période-ci. Oui. Et fait partie de l'éducation populaire, d'amener les gens à être conscients que pour être un citoyen à part entière, on a le droit, parce que vous savez, apprendre, c'est un droit aussi. Ça fait partie de ce qu'on a droit d'avoir dans notre société, l'apprentissage tout au long de notre vie. Je pense qu'on réalise avec le temps qu'apprendre, c'est intéressant, c'est... Ça découle, l'apprentissage, ça nous amène à une meilleure estime de nous-mêmes, à développer d'autres compétences transversales et à continuer de pouvoir être harmonieux dans notre communauté. Et vous avez également le concours défi des 1001 façons d'apprendre, mais qui se termine un peu avant le début de la semaine. Oui, alors je vous amènerai sur le site de la Semaine québécoise des adultes en formation, www.adultesenformation.com. Et là, il y a toutes sortes d'onglets, vous savez. Vous pouvez participer justement au défi 1001 façons d'apprendre. Vous pouvez gagner des prix. Et cette année, il y a une nouveauté. Il y a le prix Bernard Normand, qui est supporté aussi par l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, et à la fois par Fondation Desjardins, qui vient honorer dans chacune des régions de la province, donc à 17 lieux différents, un adulte qui se sera démarqué par son parcours d'apprentissage. Il se méritera une bourse de 500 $. Alors, les propositions de candidature débutent le 17 mars et on ferme jusqu'à la fin de la Semaine des adultes en formation. L'adulte qui sera honoré à travers ce prix-là va recevoir le 26 mai, lors de la soirée reconnaissance, son prix, sa bourse. Wow, c'est une très bonne idée. C'est une nouveauté cette année. Plein d'activités. On continue à Laval la grande lecture. L'année dernière était notre première grande lecture à Laval, faite en collaboration avec les bibliothèques de Laval et le groupe Alpha. Qui est en fait, c'est quoi exactement la grande lecture? La grande lecture, ce sont des adultes qui apprennent à lire et qui composent des courts textes. Et ces textes-là sont lus par des artistes ou des personnalités. L'année dernière, M. Léo Bureau-Blouin était venu lire les textes des adultes apprenants. Et cette année, Sylvie Potvin, qui est notre porte-parole, une de nos deux porte-paroles, viendra aussi lire les textes. C'est à la Bibliothèque Germaine-Guévremont, c'est le 10 avril. Le 10 avril prochain. Oui. Et merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si jamais les gens veulent aller faire un tour. Au rendez-vous, tout le monde est bienvenu. Tout le monde. Si un employeur entend ou un milieu communautaire, il m'appelle. Il vous appelle et c'est du 29... Il peut avoir une activité chez lui. Exactement. Du 29 mars au 6 avril, la Semaine québécoise des adultes en formation. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Au revoir. Le 1er avril prochain, c'est pas juste le poisson d'avril, c'est aussi la Journée nationale du travail invisible. Pour nous parler de cette journée, nous recevons respectivement la présidente de la FEAS de Laval et aussi la directrice générale et fondatrice de Mieux-être à Laval, Marielle Gilbert et Lisanne Grégoire. Merci d'être à Laval et compagnie. D'abord, première question qui s'impose, c'est quoi cette Journée du travail invisible? Bon, alors le travail invisible, c'est tout le rôle parental et le rôle de proche aidant. Alors, tous les soins qu'on donne aux enfants et aux personnes en perte d'autonomie. Alors, la Journée du travail invisible, bien, c'est un moyen que la FEAS a instauré pour reconnaître ce travail-là. Et on a établi la journée en 2001. Et en 2010, elle est devenue journée nationale parce que Nicole Demers, qui était alors députée du comté de Laval à la Chambre des communes, a fait une motion
qui a été adopté à l'unanimité et c'est devenu une journée nationale parce que c'est pan-canadien maintenant, cette journée-là. Qu'est-ce que Mieux-être à Laval fait dans cette journée-là? Bien, dans cette journée-là, on va recevoir des invités, la FEAS et Mieux-être à Laval, en fait. Alors, il va y avoir la psychologue Zoé Richard-Fortier, qui est en fait au doctorat en 5e année en psychologie, spécialisée en enfance et jeunesse. Elle fait une recherche ici à Laval, une recherche-intervention qu'on appelle, mais elle va nous présenter et commenter un film documentaire sur le lien d'attachement entre les parents et les enfants. Et puis, on va avoir aussi M. Raymond Villeneuve, qui est du regroupement pour la valorisation de la paternité. Alors, c'est un expert ici au Québec, là, qui est un conférencier très connu dans le domaine. Alors, il va nous parler du rôle paternel, comment on fait pour aller aider les pères à se sentir impliqués, parce qu'on vient d'une époque où ça n'était pas tant que ça. Donc, les hommes sont en train de retrouver leur rôle. Et moi, personnellement, je vais présenter une présentation qui s'intitule « Entre nature et culture ». En fait, c'est un peu pour se recentrer sur les besoins fondamentaux du petit bébé. Parce qu'un petit bébé, quand ça naît, il n'y a rien de moderne dans un bébé. Il ne sait pas qu'il arrive ici au 21e siècle. Il pense qu'il peut arriver chez les chasseurs qu'ailleurs. Puis de la même manière qu'un petit oiseau, quand il naît, quand il sort de son œuf, il y a une attente spécifique d'espèce, d'une prise en charge qu'un oiseau va lui donner. Le petit poulain, c'est pareil. Il s'attend à la prise en charge qu'une jument va être capable de lui donner. Alors, le bébé humain, il s'attend à des soins particuliers pour poursuivre son développement puis être un petit enfant sain et équilibré. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Et tout ça, ça a lieu à quel endroit, justement? C'est à la Bibliothèque multiculturelle au 1535 boulevard Chaumedet. Les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 28 mars. Et, excusez-moi, et on va avoir aussi des invités d'honneur. On a 2 invités d'honneur qui vont accueillir les participants. C'est Céline Duval, qui est présidente provinciale de la FEAS, et Désirée Boudreau, qui est sage-femme et présidente de Mieux-être à Laval. Alors, la FEAS a aussi des liens avec les sages-femmes. Alors, c'était vraiment un arrimage cette année parce que le thème de la journée, c'est le rôle parental, c'est vital. Alors, l'arrimage avec Mieux-être à Laval, on ne pouvait pas demander mieux. Ça vaut combien de mamans à la maison qui s'occupent d'enfants? Est-ce qu'on a chiffré ça? J'avais entendu un chiffre à l'époque. Est-ce que c'est toujours le même? Il n'a pas été mis à jour depuis assez longtemps, mais au début des années 2000, Statistique Canada l'évaluait entre 29 000 et 35 000 par année. Sûrement beaucoup plus maintenant. Oui, probablement. Il y a des chances, mais c'est ça. Mais les reconnaissances qu'il y a en ce moment, c'est au niveau de certains crédits d'impôt, des choses comme ça, mais ça ne comble pas tous les besoins et ça ne diminue pas l'appauvrissement des personnes qui donnent du temps pour prendre soin des enfants ou des personnes en perte d'autonomie. Alors, on travaille aussi à essayer de développer des mesures. Je pourrais peut-être dire 2 mots sur Mieux-être à Laval, qui, justement, cherche à soutenir les parents au moment de la venue d'un enfant. Notre organisme, c'est en fait un centre de ressources périnatales, différents services autour de la naissance. Puis là, on va amorcer nos services de cours prénataux, d'accompagnement à la naissance et divers ateliers autour de la naissance et de la maternité. Ça, c'est très bientôt. Oui, on commence ça à la fin du mois d'avril. Alors, les inscriptions vont bientôt commencer. Alors, pour plus de renseignements, on invite les gens à visiter notre site Internet qui est au www.mieuxnaître.org. La FEAS existe depuis 1966. Oui, c'est ça. Vous êtes bientôt dans votre cinquantaine. Et ça approche, oui. Je connais le nom, mais je ne sais pas ce que ça fait. Ça fait quoi, une AFEAS, au juste? Alors, AFEAS, c'est Association féminine d'éducation et d'action sociale. Alors, c'est un organisme qui vise l'information, la sensibilisation, la conscientisation et l'action. Alors, toujours pour améliorer les conditions de vie des femmes et de leurs familles. Ça a passé beaucoup aussi par la reconnaissance du travail invisible, par l'autonomie financière. On a travaillé dans le domaine de la santé. Alors, c'est toujours pour améliorer les conditions de vie des femmes au Québec. Il y a quoi, 10 000 membres, c'est ça? Oui, autour de 10 000 membres, partout à travers la province. On a 275 groupes à travers la province. Dans 11 régions différentes. Oui, c'est ça. Donc, elle va fêter son 50 ans dans 2 ans. Elle est plus forte que jamais, on peut dire, la FEAS?
Oui, on reprend, comment je pourrais dire, on développe les nouvelles technologies. Alors, on a une page Facebook sur le site web de l'association qui est très active. On a aussi toutes nos publications qui sont sur le site web. On se présente régulièrement à des commissions parlementaires pour tout ce qui touche la condition féminine. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait, autant au palier provincial pour les dirigeantes que sur le terrain, comme nous, à Laval, avec la FEAS locale de Laval. On travaille Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la condition des femmes? Oui, il y a encore beaucoup de travail parce que même les dernières statistiques le démontrent. Le salaire moyen des femmes n'a pas encore rejoint celui des hommes pour les mêmes types d'emplois. Chez les plus scolarisés, ça se rapproche plus rapidement, mais chez les emplois moins scolarisés, l'écart est encore très, très grand. Et comme c'est souvent les femmes qui font les choix familiaux, encore, ça a un effet direct sur leur situation économique. Et alors, on a encore beaucoup de travail à faire sur ce plan-là. Il y en a sur d'autres aussi, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Bon, pour la Journée nationale du travail invisible, pour tous les détails, justement, de ces activités à la bibliothèque, on va où? Est-ce qu'on va sur la FEAS ou on va sur Mieux-être à Laval? On l'a sur la page Facebook de la FEAS. Est-ce que tu... On va la mettre sur la page Facebook de Mieux-être à Laval. Oui. On a aussi une page Facebook où on peut voir d'autres activités. Puis ça va être dans le journal aussi. Ça va être sur TVRL. En direct, là, en ce moment. Merci beaucoup, mesdames, de votre visite à Laval et compagnie. Merci à vous. Merci. Cette semaine, on reçoit Mme Suzanne Proulx, la députée de Sainte-Rose, pour nous parler de sa préoccupation envers les aînés et de l'importance qu'on devrait leur accorder en tant que membre à part entière de notre communauté lavalloise. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour, Sarah. Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on parle des aînés, un sujet qui nous touche, mais qu'on oublie parfois, je crois. Ça me fait, moi aussi, très plaisir d'avoir l'opportunité de prendre le temps de souligner la contribution de nos aînés. Vous savez, moi, comme députée, je travaille régulièrement avec des organismes communautaires. Oui. Et il y a un constat que j'ai fait assez rapidement quand je suis arrivée en poste, et je vous dirais que c'est la couleur des cheveux des bénévoles dans les organismes communautaires. Ce sont des têtes grises et des têtes blanches. Vous savez, et je pense que ce n'est pas suffisamment connu et reconnu cette contribution de nos aînés au mieux-être de nos communautés. Je prends, par exemple, vous savez, les popotes roulantes. Oui. Vous connaissez les popotes Bien roulantes? sûr. Ce sont des organismes qui préparent des repas qui sont livrés à domicile pour d'autres aînés ou des personnes en perte d'autonomie et qui, par le fait même, il y a certaines de ces personnes-là qui reçoivent la popote roulante pour leur repas du midi. Bien souvent, c'est la seule visite qu'ils reçoivent de la journée et même de la semaine pour certains d'entre eux quand ils ont parfois... parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre la popote roulante tous les jours. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que quand ces repas-là se préparent, ce sont des personnes bénévoles. Plus souvent qu'autrement, des personnes retraitées, aînées, qui se lèvent pour plusieurs d'entre elles dès 5 heures du matin et qui s'en vont dans le local de leur popote roulante, commencer à aller chercher des légumes qui proviennent des producteurs, là, donc vont récupérer les denrées, se mettent à éplucher les légumes, à préparer la viande, à cuisiner le matin très tôt, mettre ça dans des plats. Il y en a d'autres qui sont sur la route, qui vont les livrer. Alors, c'est vraiment incroyable et quand je suis là et que je les vois aller, c'est vraiment une petite ruche. Ce sont des travailleurs extrêmement engagés, dévoués, et ce n'est qu'un exemple de la contribution des personnes âgées. Et vous savez, quand on parle de ça, il y a une préoccupation qu'il me souligne assez régulièrement et que j'ai moi aussi, et c'est de préparer la relève. Quand on regarde à quel point les personnes âgées sont impliquées dans une multitude d'organismes sociaux, je pense qu'il va falloir qu'on commence à regarder comment on va assurer le renouvellement du bénévolat dans nos communautés et comment on peut encore miser sur l'expérience que nos aînés ont acquis en se donnant comme ça, en
s'engageant. Alors, il y a plein de possibilités et de pistes qu'on devra explorer pour assurer la relève dans le bénévolat. Est-ce que vous avez déjà une idée d'un genre de piste qu'on pourrait emprunter pour inciter les jeunes peut-être à participer davantage? Ce serait tout à fait une piste intéressante. Vous savez, il y a à Laval, il s'organise depuis quelques années une journée intergénérationnelle où une fois, et ça se tient habituellement au Mont de la Salle, et c'est organisé par la Maison des grands-parents. Donc, c'est une initiative qui a vu le jour où pendant une journée, il y a des groupes d'élèves de l'école qui passent la journée avec un groupe d'aînés et il y a toutes sortes d'échanges, de discussions, de débats sur différents enjeux. Parfois, il y a présentation de pièces de théâtre, il y a des animations pour en fait sensibiliser à la fois les aînés et les jeunes qu'ils ont tout intérêt à travailler ensemble et qu'il y a énormément de possibilités d'échanges. Ils ont des points en commun aussi. Ils ont des points en commun. Ils ont à apprendre les uns des autres. Et c'est vraiment intéressant de voir comment on peut faire en sorte qu'il y ait des petites étincelles là, qui se produisent et qu'il y ait des envies mutuelles de se rapprocher et de faire des projets en commun. Quand on parle des jeunes, on parle bien souvent... Et vous savez, quand on parle des jeunes, parfois, il y a une question de vocabulaire à utiliser. Et ça peut paraître anodin, mais si on change le mot « bénévolat » pour le mot « engagement citoyen », peut-être que c'est un type, une façon d'approcher les jeunes qui peut peut-être être un peu plus porteuse, qui peut leur parler un peu plus que le mot bénévolat. C'est la connotation qui est employée autour du mot. Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense que oui, on peut regarder, vous savez, dans les écoles de Laval, il y a actuellement le programme d'éducation internationale qui a, dans son cursus, un engagement bénévole, un engagement citoyen. Les jeunes doivent choisir un organisme et faire du bénévolat pour les appuyer. Ça fait partie de leur programme scolaire. C'est peut-être une piste intéressante. Pourquoi on ne pourrait pas élargir des initiatives comme celle-là dans l'ensemble du réseau scolaire? Et vous savez, quand on parle des personnes aînées, on parle de leur contribution et on parle, pour moi, de l'importance de les garder en santé. Et c'est extrêmement important de pouvoir traiter dignement les personnes âgées. Elles ont été les bâtisseurs de notre société. Les personnes âgées, ce sont celles aussi qui sont la courroie de transmission de nos valeurs dans notre société québécoise, les valeurs d'entraide, les valeurs de générosité. Les personnes âgées sont là pour les transmettre. Ce sont des personnes ressources pour les générations futures. Définitivement, définitivement. Alors, on doit se donner tous les moyens possibles. On doit mettre en place tous les moyens possibles pour profiter de leur présence, profiter de leur expérience, de leur savoir, de tout ce qu'elles peuvent transmettre aux plus jeunes. Et il faut s'assurer, vous savez, la meilleure façon de faire de la prévention en santé, c'est de se garder actif. Et on doit s'assurer de supporter, d'appuyer toutes les initiatives là, pour aider les personnes âgées à se garder actives. Et surtout les personnes âgées dans notre communauté de Laval. Mais là, on a parlé de la popote roulante. Il y a également le métier à domicile qui est important. Parce que la popote roulante, c'est une façon de faire, mais il y a différentes façons de s'impliquer. Le métier à domicile, vous savez, c'est une préoccupation pour moi. Je pense que c'est... Quand on parle de notre réseau de santé au Québec, je pense que la clé, ça passe par le maintien à domicile. C'est-à-dire donner le choix, permettre aux personnes en perte d'autonomie, vieillissantes, âgées, mais en perte d'autonomie, de pouvoir demeurer à domicile le plus longtemps possible en leur permettant de recevoir les soins de santé que leur état nécessite chez elles à domicile. Parce que vivre dans son environnement, c'est aussi une façon de faire de la prévention. Permettre à une personne âgée qui a besoin de plus que quelques heures de soins par jour de pouvoir continuer à recevoir ces soins-là chez elle à domicile, c'est une façon aussi d'éviter qu'un état de santé plus fragile ne se dégrade. Donc, pour nous, on pense qu'avec notre projet, notamment d'assurance autonome, ça vise de permettre aux personnes âgées, ça vise à leur donner le choix de pouvoir demeurer plus longtemps à domicile et de recevoir chez elles leurs soins. C'est vrai, mais c'est de vieillir en toute dignité aussi, hein? Vous avez dit le mot, ça c'est fondamental. Il faut traiter avec dignité les personnes, donc centrer les ressources sur leurs besoins à elles et non pas sur les besoins du système. Et puis les personnes âgées, qu'on le répète, qui sont très importantes dans notre société. Donc, il faut prendre soin d'eux. Ce sont des petits trésors, hein? Ils cachent une certaine maturité, une grande maturité. Ils connaissent beaucoup de choses. Bien, merci beaucoup, Mme Proulx. Bien, merci à vous, Sarah. Ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci. Vous aussi.
À Laval et compagnie, notre chronique Mille merci aura une connotation sportive. Et cette semaine, notre bénévole est en fait le président senior de la Ligue junior de baseball Québec. C'est M. Jacques Continelli. Monsieur Continelli, ça fait 25 ans que vous êtes bénévole, dont 12 ans dans Baseball Québec. Quelles sont vos implications dans le mouvement? Bien, je suis président de l'Organisation des Associés de Laval. Les Associés de Laval, c'est le regroupement de 3 équipes, Junior 2A, Midget 3A et Junior Élite. Le Junior Élite, c'est le meilleur niveau de baseball amateur dans la province de Québec. Le Midget 3A, c'est un réseau de développement que Baseball Québec a mis sur pied. En principe, c'est notre relève. Junior 2A aussi, c'est notre relève au Junior Élite. Tout est basé et nos énergies sont toutes basées pour aboutir finalement au Junior Élite. Peut-être un jour qu'une couple de ces joueurs-là vont aboutir au baseball professionnel. Sur quel projet vous travaillez en ce moment? Parce que vous avez des gros projets, en tout cas des grandes ambitions là, pour les équipes. Oui, mais présentement, on est en train de travailler. On prépare un repêchage qui va avoir lieu en fin de semaine. On est en train de travailler à mettre sur pied la meilleure équipe. On pense qu'on est près de notre but. C'est sûr que notre but, c'est de gagner, finir en première position pour représenter le Québec au championnat canadien l'an prochain. C'est un nouveau règlement qu'il y a dans la Ligue. Avant, c'était une équipe d'étoiles qu'on faisait. Maintenant, c'est l'équipe qui finit en tête du classement général qui va au championnat canadien. Puis c'est notre but. On a d'ailleurs été chercher d'autres instructeurs cette année. Des instructeurs... avant, on avait des bons. Là. Je ne faut pas que je dise qu'avant, ils n'étaient pas bons. Mais on pense qu'on a été chercher peut-être les meilleurs instructeurs disponibles qu'il y avait dans la province de Québec. Puis pour justement atteindre notre but. Là. Oui, parce que le gros nerf de la guerre, c'est les coûts relatifs à tout ça. Donc, vous, les bénévoles, vous êtes là pour aider à amasser des fonds aussi. Comment les gens peuvent vous aider si on veut aider le mouvement de Baseball Québec? Comment est-ce qu'on peut nous aider? C'est sûr qu'on essaie d'aller chercher des commanditaires. C'est sûr que ce qu'on aimerait... malheureusement, le baseball, après la perte des expos, est descendu un petit peu. On aimerait ça qu'il y ait plus de monde qui vienne au stade parce que pour regarder une partie de baseball junior élite, ça coûte 5 $ à l'entrée. Ça, c'est sûr que pour nous autres, c'est un bon financement. C'est sûr qu'on a un restaurant sur place puis tout ça. Là. Ça serait agréable d'essayer de doubler nos foules. Là. Malheureusement, on commence à avoir du monde au stade quand on est rendu dans les séries éliminatoires. Mais avant ça, c'est un petit peu plus difficile. Malgré qu'on essaye de faire beaucoup d'exposure là, pour que notre produit soit aimé des gens et que les gens viennent le voir. Là. Après 25 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté, le bénévolat? Qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui? Bien, c'est sûr que, comme tu sais, je suis avec ma femme là-dedans. Ma femme a fait autant de bénévolat que moi. Pour nous autres, c'est sûr que c'est une activité autant que quelqu'un là, qui va aller jouer au tennis 4 fois par semaine. Nous autres, on va au baseball 4 fois par semaine. Même l'hiver, on fait des réunions pour préparer les saisons toujours. Pour nous autres, c'est un loisir. On aime ça. C'est sûr qu'on a des embûches de temps en temps, mais on est passionné probablement du baseball. Là. C'est beau de vous entendre, M. Continelli. Au nom de la chronique Mille merci, on vous remercie pour votre implication et on vous encourage à continuer. Bravo. Bienvenue, puis c'est sûr qu'on va continuer. On est encore là pour plusieurs années. Ils sont tellement importants, ces bénévoles, dans le sport amateur, et ce sont eux, les parents souvent d'enfants qui jouent dans ces sports-là, qui, justement, aident les structures parce qu'on n'a pas d'argent. Cependant, on a des activités, on peut jouer du sport à l'année longue. Et ce monsieur-là, Continelli, il est absolument incroyable, vraiment. Oui, c'est un élément clé dans Baseball Québec. Et si vous voulez me transmettre des noms de personnes extraordinaires lavalloises, vous pouvez m'écrire au peggy@tvrl.ca. Bon, on se donne rendez-vous bientôt. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci, Peggy. Ça fait plaisir. Cette
semaine à la chronique cinéma, Nicolas Vincent Poirier a décidé non de nous parler d'un film, mais de nous parler de censure. Et tu vas nous expliquer qu'est-ce que la censure à l'instant même. Oui, tout à fait. Est-ce que tu savais que le film Back to the Future, qui est un grand classique ici, a été banni pendant très longtemps en Chine parce que, selon le gouvernement, l'idée de voyager dans le temps, c'est très mauvais. Wow, donc, non, je le savais film pas ça. a été banni pour ça. Oui, tout à fait. Écoute, il y a des films qui sont bannis pour plusieurs raisons assez étranges. Évidemment, si on se rappelle de Borat en 2006, le film a été banni au Kazakhstan parce que c'est une mauvaise représentation du pays. Mais tu sais, c'est carrément banni. Là. Tu peux pas en trouver des copies. C'est illégal si tu as accès à ces copies-là, presque. Presque illégal. Mettons, tu n'as pas le droit d'en faire la distribution ouvertement, mettons. Et ici, là, au Canada, le dernier film à être banni, c'est le film Bomb Fight. Et ça, bien évidemment, c'est parce que c'est illégal. C'est carrément des gens qui payaient des sans-abri avec de l'argent, de l'alcool, n'importe quoi, pour qu'ils se battent entre eux. Donc, évidemment, c'est illégal, c'est dégueulasse. Donc, ça a été banni. Et avant ça, ce qui est drôle, ça a été le film Bad Taste. Et ça, c'est drôle parce que c'est un film de science-fiction horreur. Et dans le fond, c'est des extraterrestres qui arrivent sur la Terre et ils décident de nous prendre comme du manger, puis veulent créer une espèce de gros fast-food sur la Terre avec nous comme menu. Et bon, c'est un film qui a été banni ici, ça a été banni aussi en Nouvelle-Zélande. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça fait des gens qui font des films qui se ramassent à être bannis dans plusieurs places? Eh bien, celui qui a fait Bad Taste, c'est Peter Jackson. Peter Jackson a fait Le Seigneur des Anneaux par la suite. Donc, c'est quand même, tu sais, c'est des gens qui ont une tête ses épaules, c'est des vrais artistes, mais bon, des fois, ça leur tente de faire... C'est ça, ils se laissent aller. Souvent, c'est quand ils sont jeunes qui expérimentent des choses. Et ce qui est drôle, c'est que la censure, avant, quand le cinéma a commencé... la censure, de la manière que ça fonctionnait, il n'y avait pas d'âge de restriction. Il n'y avait pas de film pour 13 ans et plus ou 16 ans et plus. On fait le film et, tout dépendant de où est-ce qu'on l'envoie, on coupe ce qui est moralement inacceptable, tout dépendant des régions. Et le Québec, ça a été l'endroit dans le monde pendant une dizaine d'années où la censure était vraiment incroyable parce qu'on avait le Code britannique pour la censure, puis on en avait créé un autre au Québec qui était principalement basé sur la morale de l'Église catholique. Okay. Donc, on avait une tonne de films bannis. Il y a un film de Charlie Chaplin qui a été banni parce qu'à un moment donné, on voyait une statue d'une personne nue. C'est une statue, là. Et le film a été carrément banni. C'est absolument ridicule. Et c'est juste dans les années 60 que l'âge minimum pour un film a commencé à voir le jour, parce qu'avant ça, on faisait juste couper selon ce qui est moralement acceptable. Et même aujourd'hui, par rapport à la censure, bien, maintenant, c'est différent. C'est sûr qu'il y a certains pays qui vont un petit peu à l'extrême, comme, mettons, la Chine avec Back to the Future, ou même l'Irlande avec les films de Monty Python, qui est un groupe d'humoristes britanniques. Beaucoup de leurs films ont été censurés là-bas parce que, bon, ça parlait un peu contre l'Église. Et même maintenant, quand on est à l'ère des blockbusters au cinéma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les studios mettent un paquet d'argent pour faire un film et s'attendent à avoir des recettes absolument incroyables. Mais ça veut dire que bien, si tu mets trop de violence, 16 ans et plus, non, c'est pas bon, on coupe un public. Un certain public, c'est ça. Donc, il faut toujours diminuer l'âge le plus possible pour que tout le monde y ait accès. Et non seulement ça, mais il ne faut pas choquer d'autres pays. Si on se rappelle l'année passée, World War Z, à un moment donné dans le film, je n'en pas de punch quand je dis ça, mais on présume que l'épidémie a commencé en Corée. Dans le livre, c'est la Chine. Pourquoi ils n'ont pas mis la Chine? Bien parce que la Chine, c'est un gros marché potentiel pour ce film-là. S'ils mettent la Chine, le gouvernement chinois peut bien dire, bien, on le bannit, tu représentes mal la Chine. Donc, à cause de ça, bien, ils se sont... OK, bien, ça va être la Corée d'abord. Alors, il y a des raisons politiques et économiques là-dedans. Donc, c'est pas juste l'idée de faire un film pour que le public s'amuse et ait du plaisir à regarder ça. Ah non, ça peut être très politique, un film aussi. Évidemment, il y a même l'armée. L'armée peut financer d'une certaine façon les films. Et dans certains films, il peut avoir beaucoup de censure par rapport à l'histoire réelle. Comme Black Hawk Down, en 2001, ils ont eu des gros problèmes parce que, justement, il y avait besoin d'hélicoptères de l'armée. Ils n'étaient pas pour en acheter ou en fabriquer. Ça aurait défoncé le budget du film. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Bien, tu sais, bon, ils ont été chercher l'aide de l'armée puis ils se sont beaucoup censurés, disons, parce que sans ces hélicoptères-là, le film n'aurait pas pu se faire. Donc, à quel point ça représente bien ce qui s'est vraiment passé?
On ne sait pas vraiment. On ne sait pas, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup, Nicolas. Je pense qu'on en aurait encore pour discuter longtemps de la censure. Tu reviendras nous en parler de la censure. Ah ben tiens, on va revenir la semaine prochaine. Reviens nous en parler la semaine prochaine. Merci, Nicolas. Ça met fin à notre émission. Si vous avez des suggestions d'invités ou des informations que vous voulez avoir sur certains sujets dont on a traité dans l'émission, il y a différentes façons pour nous joindre. Oui, alors d'abord par courriel à info@commercial-tvrl.ca ou par le traditionnel téléphone, le 450-973-8005. Il y a eu pas mal de monde dans notre studio aujourd'hui et on va les saluer et les remercier de leur visite. Daniel Mongrain du futur centre d'escalade Clip and Climb. Jean-François Dionne et Martin Pilon de l'association de l'ATSRQ. Il y avait aussi Mariette Gilbert et Lisanne Grégoire pour la Journée nationale du travail invisible. Il y avait aussi la députée de Sainte-Rose, Mme Suzanne Proulx, et également Lynne Sylvain pour la Semaine québécoise des adultes en formation. Et de nos côtés, en studio, avec nos collaborateurs Anne-Marie Kirouac, Nicolas Vincent Poirier, Catherine Duranceau, Manon Lemieux pour la coordination et la recherche et notre maquilleuse et coiffeuse Fanny Pilon. Merci à nos caméramans Daniel, Pascal et Marc. La réalisation de cette émission est assurée par Alain Huppé. Et en terminant, la fameuse phrase « Une ville, peu importe sa taille, ce qu'il y a garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. » Merci Sarah d'avoir remplacé Amélie. Tu es là la semaine prochaine encore? Oui. OK. Bonne semaine tout le monde. Merci d'avoir été là.